Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Et demain l'Europe. Beaucoup de lumière aujourd'hui sur le plateau. On va parler en effet d'industrie photovoltaïque. Cruel paradoxe. D'un côté, l'année 2023 a coïncidé avec un nouveau record d'installation de panneaux photovoltaïques dans les pays de l'Union européenne. Les capacités solaires photovoltaïques installées ont connu une augmentation sans précédent. En 2 ans, elles ont été multipliées par 2, 60 gigawatts supplémentaires. Et de l'autre, les rares fabricants européens de panneaux solaires encore présents sont à la peine parce que la Chine, vous l'avez certainement suivi ces dernières années, a conforté ses positions sur ce marché mondial dont elle domine largement toute la chaîne de valeur. Pourtant, l'heure de la réplique a sonné. Des acteurs français ont repris le flambeau et nous avons la chance d'accueillir le président d'Holosolis qui est avec nous, monsieur Jan Jacob Boomvikers. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en plateau et également avec nous, monsieur Thibaut Wojta, chercheur associé au Centre Énergie et Climat de l'IFRI. Thibaut Wojta, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai que la concurrence chinoise dans ce domaine-là du photovoltaïque a fait chuter les entreprises du secteur, les a laminées. Les prix des panneaux solaires, c'est encore moins 42%. Vous me dites si je me trompe en 2023. Comment l'Union européenne en est arrivée là? Alors, déjà, c'est comment la Chine en est arrivée là, je pense. Il y a vraiment eu un effort industriel qui, par ailleurs, a été annoncé très longtemps en avance. Enfin, on a la Chine, ça fonctionne avec des plans quinquennaux. Il y a des plans de développement des technologies. Donc, les objectifs de la Chine étaient extrêmement clairs. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Certains étaient sceptiques côté européen. Les Chinois ont prouvé par le passé qu'ils ont la capacité d'atteindre leurs objectifs. Malheureusement, les États-Unis ont réagi les premiers, enfin malheureusement, heureusement pour les Américains, et c'est ça ce que je trouve quand même assez triste, c'est qu'il a fallu que Joe Biden lance son Inflation Reduction Act pour que les Européens se disent « mince, il faudrait qu'on fasse quelque chose, nous », et malheureusement, il était déjà trop tard. Donc on a choisi de réagir, et même pas au raz-de-marée chinois, mais à la réponse américaine au raz-de-marée chinois. Plutôt qu'agir, on a réagi, et nous voilà donc dans une position où on a déjà énormément de victimes, notamment en France, on a beaucoup parlé de la faillite de Systovi. Il y a d'autres groupes aux Pays-Bas, en Norvège, en Autriche. Je peux les citer. Norvégienne Crystal a fait faillite. Le Norvégien Norsun a dû cesser ses activités un moment. Quelques mois plus tard, c'est l'Autrichien Énergétique Industrie, le Néerlandais Exasune, qui ont déposé le bilan, un vrai massacre. Ouais. Voilà. Le phénomène a atteint une puissance telle que on a le raz-de-marée des panneaux solaires chinois. On ne peut pas les absorber sur le marché européen. Donc on se retrouve, on n'a pas les capacités de les absorber. Donc là, il y avait des articles assez amusants, en riz jaune, c'est-à-dire que les Allemands ou les Néerlandais en sont réduits à utiliser des panneaux solaires chinois comme barrière. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre les panneaux sur des toitures désorientées face au soleil, ils les mettent en barrière à la verticale, ce qui est naturellement complètement absurde, mais ce qui en dit long sur ce raz-de-marée monstrueux dont l'Europe est victime aujourd'hui. Monsieur Boomvikers, vous êtes un spécialiste de cette énergie solaire. Nous sommes victimes de notre optimisme béat en Europe, en fait. Non, je pense que l'Europe a créé tout un système de subventions pour développer l'énergie renouvelable, pardon, ce qui était tout à fait nécessaire parce que nous avons en face de nous une énorme transition énergétique, un réel problème de climat. Par contre, nous n'avons pas fait une différence entre le soutien que l'on donnerait à un produit made in Europe et un soutien pour un produit venant de Chine. Ça me rappelle l'automobile, le bonus écologique. Ouais. Absolument. Et je pense qu'effectivement, nous avons créé conjointement en Europe une situation que nous avons créée de nos propres mains et qui, après 15 ans, il y a une prise de conscience qui est venue malheureusement à cause du Covid et malheureusement à cause de la guerre en Ukraine. Et puis je rajouterais, malheureusement, je vous donne tout de suite la parole, à cause du changement climatique. Vous avez, dans votre étude, Thibaut Wojta, rappelé les objectifs européens, si vous voulez bien les préciser. On va voir un petit graphique à l'écran. Par exemple, Fit for 55, ce plan-là, il prévoit moins 50% d'émissions, moins 55% d'émissions, je crois que c'est d'ici 2030, vous pouvez commenter un petit peu. Donc il faut de l'énergie renouvelable pour y arriver. Effectivement, alors il faut de l'énergie renouvelable, il faut de l'efficacité énergétique, il faut de la sobriété, il faut énormément de politique. Et je suis totalement d'accord avec ce que vous disiez. Il
il y a une différence entre, d'un côté, développer les énergies renouvelables et de l'autre côté, développer une base industrielle solide qui permette d'avoir du Made in Europe. Et cette différence, cette espèce de paradoxe, d'un côté, donc l'essor des renouvelables en Europe, et d'un autre côté, les difficultés de l'industrie, vous avez introduit notre émission là-dessus, c'est une ligne de fracture qui est beaucoup plus profonde que ce qu'on peut croire, puisqu'elle marque aussi la différence de point de vue d'un côté, par exemple français, où le gouvernement cherche à promouvoir une industrie made in Europe, cherche à promouvoir du buy in Europe, tandis qu'en Allemagne, dans les pays scandinaves, les choses sont beaucoup plus compliquées, puisqu'il y a des désaccords au niveau national, mais il y a aussi cette idée qui est que les Chinois nous fournissent des produits à très bas prix, que ça nous permet donc d'accélérer le développement de nos renouvelables, et que dans ce sens-là, finalement, il faut qu'on en profite. Et tant pis pour cette industrie que certains considèrent, que je me fais l'avocat du diable, hein, vous m'excuserez, mais que certains considèrent comme créant peu d'emplois, comme ayant peu de valeur ajoutée, et avec des technologies qui finalement sont pas si intéressantes. On nous a... bien sûr, oui. Je pense que vous faites les avocats du diable et que c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie, en fin de compte, ne pas faire fabriquer les panneaux photovoltaïques en Europe, l'année dernière, en 2022, ça nous a coûté 22 milliards d'euros, qui ont été donc de l'argent européen qui est parti à l'étranger pour acheter ces panneaux photovoltaïques. C'est 400 000 emplois en Europe qui sont perdus. Souvent, on entend « Ah oui, mais c'est trop cher ». Parlons des prix, parce que vous dites c'est possible. Non, alors d'abord, c'est pas trop cher. La vraie question, et c'est d'ailleurs Bruno Le Maire qui l'a dit lorsqu'on était à Manosque il y a à peu près 3 semaines pour l'annonce du plan solaire, du pacte solaire français, c'est que l'objectif français de pouvoir atteindre les 100 gigawatts d'ici 2035, va coûter à la France un investissement total, pas au gouvernement français, mais aux industriels français, aux investisseurs français, 22 milliards d'euros. Qu'est-ce que l'on va faire? Est-ce qu'on veut que ces 22 milliards d'euros, ils partent à l'étranger, ou bien est-ce qu'on va monter des usines ici qui vont coûter, pour la note par exemple, 850 millions d'euros? Donc on a un ratio de 1 à 20. Créons la richesse ici plutôt que de l'envoyer à l'étranger. Et on a une dépendance du gaz et du pétrole parce que la France et l'Europe n'en fabriquent quasiment plus. Par contre, on a tout ce qu'il faut en matière première, en termes d'ingénieurs, ici pour fabriquer du photovoltaïque. Notre matière première, c'est de la silice, c'est du quartz, c'est dont la croûte terrestre est faite. Si vous creusez sous vos pieds, vous tomberez sur du silicium, sur le quartz, que l'on peut transformer pour avoir des panneaux photovoltaïques. La France a des ressources, c'est formidable. Il n'y a aucune terre rare. Donc on parle beaucoup, oui, il y a des terres rares, c'est compliqué à faire. Non, c'est pas compliqué à faire. Vous savez où le photovoltaïque est installé? Vous allez le dire. 1836 en France par un jeune homme de 17 ans, Antoine Becquerel. C'est une invention française. On connaît son tableau et en donc, chimie, plutôt, oui, effectivement. Je voulais juste, pardonnez-moi, on plante le décor au début, revoir le graphique sur les capacités dans les pays européens. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Parce que, alors, c'est le graphique sur les capacités de panneaux solaires, avec, par exemple, en Allemagne, 82,1 de capacité. Vous pouvez nous le commenter un petit peu, monsieur Vojta? Écoutez, oui, volontiers. Non, je crois que clairement, l'Allemagne est en position de leader sur le marché. Donc il y a un effet de masse là-dessus. Les énergies renouvelables, le solaire, ont une grande, sont très populaires là-bas. On a aussi des pays qui émergent, enfin qui tirent leur épingle du jeu, comme les Pays-Bas, en matière de solaire par habitant, sauf erreur de ma part, pardon. On est c'est le plus grand, le premier pays en matière de solaire par habitant installé. La France est un peu derrière, mais il y a quand même un fort potentiel, et j'espère qu'il va y avoir une accélération. Alors, on dit souvent qu'en France, il y a le nucléaire et qu'on n'a pas besoin de solaire, mais je pense qu'il faut vraiment se garder à l'esprit que le parc nucléaire qui a été lancé récemment, c'est pas vraiment quand est-ce qu'il va être opérationnel, et il est essentiel, absolument essentiel, de faire le pont et d'avoir de nouvelles capacités pour absorber la demande croissante en matière d'électricité. Alors on vient à cette présentation d'Holosolis, quelques graphiques avant de donner la parole à son président. Voilà, une start-up qui, on va le voir dans le prochain graphique, qui investit 850 millions d'euros, et
beaucoup d'investisseurs et de politiques se penchent sur votre berceau, monsieur Boom-Vickers, parce qu'apparemment, vous avez les ingrédients pour réussir cette renaissance du photovoltaïque en France. Tout à fait. Alors, nous allons construire à Hambach, en Moselle, juste à côté de Sarreguemines, à 10 km de la frontière allemande, une usine de 5 gigawatts de panneaux et de cellules photovoltaïques. Ça représente 10 millions de panneaux photovoltaïques par jour. Si vous prenez en moyenne, par an, pardon, si vous dites, en moyenne, cela veut dire 10 panneaux par foyer, ça représente 1 million de foyers qui deviennent indépendants d'un point de vue énergétique tous les ans. Et à nouveau l'année suivante et l'année suivante. Donc c'est l'équivalent d'une centrale nucléaire que l'on met en ligne chaque année. Et on emploie 1900 personnes sur le site lorsqu'il sera à pleine capacité en 2028. Un grand plan de recrutement. Les premiers panneaux sortiront en 2026. Et il faut vous donner un ordre d'idée, c'est un terrain de 50 hectares, donc c'est 50 terrains de football. Et juste les bâtiments eux-mêmes, il y a 18 hectares de bâtiments, c'est-à-dire 18 terrains de foot de bâtiments. Le plus long bâtiment fait 500 mètres de long sur 150 mètres de large pour fabriquer des cellules made in France, made in Europe. Alors pour jouer au foot sur ce terrain extrêmement concurrentiel, on va voir les principaux actionnaires, puisque vous êtes en fait un consortium. Un petit mot, hein, sans aller dans le détail sur chacun. Armor Group notamment, ID Group. Hein, alors on va commencer par le premier, InnoEnergy, qui est la société qui était à l'origine de Holosolis avec IDEC et Armor. InnoEnergy est le plus gros incubateur européen de projets d'énergie renouvelable. Ils sont, entre autres, également à l'origine de la renaissance de l'industrie de la batterie européenne. IDEC est un groupe de construction qui fabrique aussi bien des usines que des centres de logistique. Armor est un groupe qui fabrique des couches minces, très très utile pour l'évolution technologique future. TSE est un des cofondateurs avec IDEC et InnoEnergy, est un installateur de centrales au sol spécialisé dans l'agrivoltaïsme, donc c'est-à-dire de mettre des canopées solaires au-dessus des champs. Et Eraeus, lui, est un Allemand, qui est le fabricant de la pâte d'argent que l'on met sur les cellules photovoltaïques. C'est un groupe allemand qui a 400 ans d'âge. Et je le disais en préambule, les Chinois qui ont mis tous les moyens, subventionné cette industrie depuis des années, occupent toute la chaîne de valeur. Vous, justement, pour réussir, vous dites il faut investir sur des segments clés de ces chaînes de valeur du photovoltaïque. Notre point de vue, effectivement, c'est que lorsque vous regardez le marché initial dans le photovoltaïque partout dans le monde, les sociétés étaient chacune focalisées sur une partie de la chaîne de valeur. Et c'est uniquement récemment que les sociétés chinoises se sont élargies dans leur panel. Trina, initialement, fabriquait juste des modules. Longi fabriquait initialement juste des cellules. Tongwei fabriquait juste des wafers. Donc, et ensuite, ils ont commencé à s'élargir. Pour nous, notre stratégie est de créer une usine de panneaux et de cellules photovoltaïques, parce que la cellule est le moteur, en fin de compte, du panneau photovoltaïque. C'est ça qui génère l'électricité. D'autres acteurs en Europe vont faire les autres parties de la chaîne de valeur. Ces projets sont déjà en cours. Alors, on peut parler également des États-Unis. Hein. La loi sur l'ARRAY vise à catalyser les investissements dans la transition verte. Et eux aussi, ils soutiennent énormément l'industrie photovoltaïque. Alors, il y a même des sociétés européennes qui sont tentées de céder aux sirènes américaines. C'est un risque qui continue de dominer en ce moment? Alors, on a beaucoup parlé effectivement de cette entreprise qui s'appelle Meyer Burger, qui a fermé une usine en Allemagne, citant effectivement que le marché américain, que les Américains les soutenaient beaucoup plus, et parlant d'un manque de soutien européen. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, s'il y a d'autres usines qui emboîtent le pas. Mais... On peut élargir, c'est-à-dire, on parle beaucoup chinois et États-Unis, mais il y a d'autres pays qui rentrent dans la danse. L'Inde aussi a des ambitions là-dedans. Quelle relation ils ont avec ces pays concurrents? C'est-à-dire, les États-Unis. Oui, l'Inde, je crois savoir qu'ils ont augmenté les tarifs douaniers, ils mettent des barrières à l'entrée plutôt. Alors, je peux répondre à cette question. Je connais bien le marché des États-Unis parce que j'étais patron d'une société photovoltaïque là-bas. Les États-Unis, comme vous le dites, ont mis l'ARE en place pour se focaliser sur 3 secteurs cruciaux: le médicament, le semi-conducteur et le photovoltaïque. Parce qu'ils savent que ce sont des industries clés et ils étaient en trop grande dépendance par rapport à la Chine. Ils ont donc créé ces règles pour développer une industrie locale. Ils ne sont pas les seuls. Les Indiens l'ont fait. Les Indiens ont dit on va mettre une taxe, un duty de 40% pour tous les panneaux photovoltaïques qui rentrent pour pouvoir développer notre industrie photovoltaïque, parce que l'Inde était extrêmement carbonée. Et donc, ils montent maintenant des usines photovoltaïques de 20 gigawatts qui font 4 fois la taille de la nôtre.
parce qu'ils ont 1 milliard et quelques de personnes. Donc c'est vraiment une très très grande ambition. Mais vous voyez également l'Indonésie qui fait la même chose. Et donc on voit réellement la prise de conscience de beaucoup de nations qu'on passe d'un monde carboné, et si on n'a pas les ressources de carbone, en tous les cas, tout le monde a les ressources pour fabriquer des panneaux photovoltaïques. Parce qu'à nouveau, la matière première, elle est sous vos pieds. Et donc, ces entreprises se disent, on ne peut pas laisser un monopole et repliquer l'OPEC à nouveau une deuxième fois, sachant que ce n'est absolument pas nécessaire. Et c'est ça pour lequel je me bats, et c'est cela pour lequel les politiques européens prennent conscience pour se dire, nous devons avoir cette indépendance. Oui. Non, pour compléter, je pense qu'on a effectivement 3 types de politiques qui sont en place, en particulier aux États-Unis, où on a eu carrément une interdiction d'achat des panneaux solaires chinois qui sont soupçonnés d'utiliser de la main-d'œuvre forcée des Ouïghours. Premier type de politique. Deuxième type de politique, un soutien à la production via ce fameux IRA. Et troisième type de politique, des taxes aux importations. On a vu que Joe Biden vient d'en annoncer de nouvelles. Alors là, on parle non seulement des panneaux solaires, mais également des véhicules électriques et des batteries. Et c'est vrai que l'Inde a mis en place le même type de politique, donc restriction aux achats de panneaux solaires étrangers et soutien à la production locale. Nous, en Europe, on a une riposte aussi, la réponse, le NZIA, qui cible 40% de l'énergie solaire photovoltaïque européenne qui doit être couverte par l'industrie locale d'ici 2030. Bon, il n'y a pas les subventions qui vont avec, c'est dommage. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on a quand même une histoire de soutien de ces industries, de soutien de la transition énergétique en Europe, que les États-Unis et l'Inde n'ont pas. Maintenant, il est vrai qu'en période de crise, l'Europe n'a pas été suffisamment efficace, n'a pas suffisamment mis la main dans le portefeuille. Et il y a une grosse question sur les restrictions budgétaires, enfin les règles budgétaires européennes, qui restreindre énormément les possibilités de soutien aux industries en général. Monsieur Bobika, vous vouliez réagir? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, l'Europe a voté le NZIA et il est maintenant, c'est passé le 25 avril, il est maintenant du ressort de chaque État membre d'établir ses propres règles. Et ça va passer par essentiellement 2 axes majeurs, voire 3. Mais le premier, c'est la commande publique. Qui représente aujourd'hui, qui doit en Europe, lorsque vous avez un acteur qui représente plus de 50% des importations, et comme vous le savez, 95% des panneaux viennent de Chine, ils doivent automatiquement faire en sorte que 50% des produits viennent d'Europe. Donc une réelle préférence européenne. Et il était temps qu'on la mette en place. Parce que l'Inde, la Chine, les États-Unis ont tous une préférence nationale dans leur commande publique, sauf l'Europe. Donc réveillons-nous. Et là, pour ce premier point, Bruno Le Maire, Roland Lescure, ils le disent tous, il est temps que l'Europe se réveille. Et d'ailleurs, on commence à voir ces premiers mouvements. Ça, c'est très important. Deuxième axe, c'est les appels d'offres. Donc les appels d'offres, il faut qu'un pourcentage des appels d'offres, qui aujourd'hui était jusqu'à présent basé uniquement sur un critère de prix, donc toujours les Chinois gagnaient toujours, et maintenant d'autres critères, ce qu'on appelle des critères hors prix. Ce sont ces fameuses externalités que l'on a en économie, c'est-à-dire est-ce que les produits ont été faits en polluant énormément, et si oui, comment est-ce qu'on peut faire pour les prendre en compte? L'empreinte carbone. L'empreinte carbone, mais également les normes sociales, le nombre d'étapes fabriquées en Europe, tout ça, et ça va permettre de réajuster les prix. Les gens auront des points sur lesquels ils vont gagner les appels d'offres. Et nous espérons, toutes les discussions que l'on a actuellement avec le gouvernement pointent dans la direction que ce marché va être créé. Est-ce que, effectivement, en Italie aussi, le gouvernement Meloni a fourni 90 millions d'euros projet 3 gigawatts, 3 sun. Donc, les pays européens se réveillent, l'industrie peut renaître de ses cendres. Il faut qu'il y ait une convergence des pays européens où chaque pays va jouer son champion, ou ses champions nationaux. Alors, je ne sais pas si tous les pays sont vraiment convaincus de la nécessité d'investir, de soutenir massivement leur industrie. La France, c'est le cas en France, en Italie, effectivement. Je ne sais pas s'il y a d'autres projets. Enfin, je suis pas. Il y a d'autres projets, effectivement. Donc oui, on peut espérer qu'il va y avoir de plus en plus de projets et qu'on va parvenir à remplir nos objectifs.
Alors, je voulais parler également prix, puisqu'au départ, si l'industrie chinoise a laminé, c'est en arrivant avec des prix quand même bien inférieurs. Il me semble que 42 gigawatts en 2022 se vendaient à 30 centimes, vous me disiez, Monsieur le Président. Voilà, comment vous approchez ce marché et quelle importance du prix? Vous l'avez bien dit, l'empreinte carbone va être prise en compte aussi, mais pour le client final, c'est intéressant de savoir comment le prix va évoluer. Alors, parlons du client final. Le panneau photovoltaïque dont on parle, on fait tant de bruit au niveau du prix, il représente à peu près 10% de la facture totale de l'installation. C'est-à-dire que pour une installation résidentielle française, le coût des panneaux va représenter à peu près 1 000 euros s'ils sont chinois et va coûter peut-être 1 100 euros s'ils sont européens. Donc sur une totale installation de 10 000 euros, on va augmenter le prix de 100 euros. De quoi parle-t-on? Et alors, surtout ce que l'on voit en Italie, c'est qu'ils ont créé des normes fiscales pour dire, si vous achetez des panneaux européens qui ont une certaine puissance, qui sont de bonne qualité, alors vous aurez des crédits d'impôt de 20, 25, 30, 35%. Et je vous garantis que les calculs que l'on fait montrent que si quelqu'un peut avoir un crédit d'impôt de 20% ou de 30%, il va prendre des panneaux photovoltaïques européens parce qu'il serait prêt à payer quasiment le double du prix pour les prendre, vu de l'avantage de ce crédit d'impôt. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de votre société, c'est tout l'enjeu de la réindustrialisation de la France, même de l'Europe qui est en jeu. On est en train de se dire, bien sûr, il est peut-être trop tard. En tout cas, là, on sent que les moyens vous sont fournis. C'est pourquoi vous avez choisi d'aller vous installer à Andbach. Il y a là des ingrédients, une culture industrielle, une aide des élus locaux pour réussir ce pari. Tout à fait. Vous parlez de réindustrialisation, mais je voudrais également parler de souveraineté. Mais ce sera un deuxième point. C'est très, très important. Pourquoi est-ce qu'on est là-bas? C'est parce que 4 raisons principales. La première, c'est que nous avons trouvé une région et une population qui a l'habitude de travailler dans un milieu industriel. La Moselle est restée très industrialisée. Malheureusement, d'autres régions de France se sont désindustrialisées. Donc nous avions une population qui savait travailler et qui n'est pas gênée par travailler à poste en 3-8 avec des équipes qui travaillent de nuit. Deuxièmement, on a trouvé un terrain de 50 hectares. Avec l'eau, le gaz, l'électricité, qui est prêt à l'emploi. On va le revoir à l'écran, effectivement, votre implantation à venir sur le site. Troisièmement, l'emplacement à la frontière allemande nous met à une journée de camion de 85% du marché européen. Je couvre la France, l'Allemagne, le Benelux, le nord de l'Italie, la Suisse, l'Autriche, à partir de ce site. Donc c'est extrêmement, vous voyez sur le petit point où nous nous trouvons. Et puis surtout, quatrièmement, pourquoi la France? Nous avons reçu ici ce site et juste à côté de l'usine Smart. Donc nous avons une équipe locale, la communauté d'agglomération de Sarreguemines, qui a vraiment l'expérience d'aider les entreprises à s'installer. Nous avons le soutien du préfet de la Moselle, de la région Grand Est et surtout du gouvernement français, qui sont extrêmement moteurs. Donc nous avons choisi ce site à partir de 40 sites d'Europe sur 6 pays. Et nous avons choisi celui-là à cause de tous ces critères. Oui, mais vous parlez d'industrialisation. Oui. Moi, ce que je dis, c'est effectivement, on va créer 1900 emplois et des emplois totalement neufs. Créer une cellule photovoltaïque, c'est créer un semi-conducteur, comme celui que vous avez dans un téléphone portable. Mais ce qui est très très important, c'est qu'on travaille sur la souveraineté énergétique de la France et de l'Europe. Parce que beaucoup de clients avec qui nous parlons sont très inquiets de la situation mondiale. Et si demain il y a un conflit similaire à celui qu'il y a eu entre l'Ukraine et la Russie, alors on pourrait tout d'un coup ne plus avoir de produits. Et ça pourrait réellement bloquer notre réindustrialisation et surtout nos plans de décarbonisation de notre industrie. Donc c'est ça qui fait extrêmement peur aux personnes avec qui on parle, qui sont nos clients, qui signent des lettres d'intention, c'est qu'ils disent qu'est-ce qui se passe quand demain il y aura un problème. Ouais, Thibaut Vojta, c'est vrai que c'est pas juste pour se faire plaisir et d'avoir des entrepreneurs français, c'est que dans les chaînes d'approvisionnement, on se rend compte à certains moments, on l'a vu de manière flagrante pendant la période du Covid, on peut être en rupture et c'est toute l'économie française, la société française qui subit le préjudice. Exactement. À titre d'anecdote, il y avait un développeur qui s'approvisionnait de panneaux chinois qui, pendant le Covid, n'a plus été capable d'obtenir des panneaux, qui a essayé de se tourner vers l'Europe, mais les productions, la capacité n'était pas là, et qui a donc été obligé d'acheter ces panneaux aux États-Unis. Et donc, vous parlez d'une guerre, d'une possible guerre entre la Chine et Taïwan, et ça rappelle effectivement l'aveuglement européen vis-à-vis de notre dépendance du gaz, absolument, alors qu'on ne voyait pas du tout que la Russie était une menace absolue pour nous. Et on en a payé le prix fort et on le paye encore.
Et donc, on a de grosses incertitudes stratégiques vis-à-vis de la Chine. Mais au-delà de cette question de stratégique Chine, il y a aussi la possibilité de l'interruption avec donc un nouveau Covid, avec une guerre qui pourrait bloquer des passages stratégiques dans les livraisons des panneaux. Il y a plein de raisons qui peuvent, d'un seul coup, de risques, qui peuvent d'un seul coup casser ces chaînes de valeur. Ouais, vous avez tout à fait raison. Et donc la question dont vous parlez, c'était le prix. C'est en fait comme ça le nerf de la guerre. Et les mécanismes qui sont mis en place par le NZDA, le Net Zero Industry Act, c'est justement de permettre de créer des mécanismes d'ajustement qui font en sorte que ces différences de coûts soient gommées. Parce qu'il y a un certain nombre de critères. Les panneaux qu'on fabriquera ici auront une empreinte carbone qui sera 20 fois moindre de celle de la Chine. Et ça, c'est important parce que c'est un impact sur les émissions de CO2 dans le monde et la qualité de l'air que nous respirons. Donc cette nouvelle génération de fabricants de produits solaires est en mesure de remédier aux faiblesses actuelles de la chaîne d'approvisionnement. Il faudrait 1, 2, 3, 5 holosolis. En fin de compte, pour atteindre les objectifs de l'Europe, qui sont donc de 40% de panneaux fabriqués en Europe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur un marché qu'on estime à être à 100 gigawatts en 2030, je pense que ce sera plus, mais bon, faisons simple, ça veut dire 40 gigawatts. Nous, on en fait 5, donc il faudrait 8 usines comme la nôtre. Oui, donc nous encourageons tous les projets aujourd'hui qui sont en Europe, aussi bien le nôtre que ceux d'autres concurrents, mais sur toute la chaîne de valeur à se développer. On est allé un petit peu vite sur les projections de marché, effectivement. Qu'est-ce que ça représente? Il est en plein essor, ce marché? Le marché est en plein essor. Comme vous l'avez dit, il était de 42 gigawatts installés en 2022, il était de 60 en 2023. Il va être encore plus grand cette année. Mais surtout, ce chiffre que je vous mentionne est ce qui était raccordé au réseau. Or, ce que l'on ne voit pas, c'est toute l'inertie derrière, c'est-à-dire beaucoup de personnes travaillent et installent des panneaux photovoltaïques alors qu'ils ne sont pas encore physiquement raccordés au réseau, donc on ne sait pas encore quel est le chiffre. En général, vous pouvez imaginer que le marché est 25% plus grand que ce que l'on annonce officiellement, vu la croissance du marché. Donc l'industrie solaire européenne n'est pas condamnée. Vous qui avez cette vue globale, internationale. Je l'espère. C'est vrai qu'en travaillant sur le sujet, bon, il y a des moments un peu difficiles quand on voit des belles entreprises chuter comme ça à cause d'une concurrence principalement déloyale. Mais j'ai l'impression qu'on a une seconde génération, enfin une seconde ou troisième, quatrième peut-être même, génération de producteurs dont naturellement Holosolis fait partie, qui va nous permettre de relancer cette industrie. Enfin, c'est ce que je souhaite vraiment très fort. Et donc on a, enfin en plus tout ça s'accompagne, enfin il y a un mouvement, ce qui est intéressant aussi dans l'évolution du marché, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus de demandes individuelles, et je pense que c'est un effet Covid et renchérissement de l'énergie. Les gens veulent, enfin ceux qui ont les moyens, veulent pouvoir installer des panneaux solaires sur leur toit et être indépendants énergétiquement. Choose France vient de se terminer et effectivement on sent la volonté du gouvernement de réindustrialiser la France. Vous en êtes l'un des avatars. Exact. On était déjà à Choose France en 2023. Nous étions la grande annonce parce que nous avions annoncé 1700 emplois, le plus grand créateur d'emplois en 2023 pour l'édition de Choose France. Nous étions à nouveau à Choose France cette année et à part cette énorme chance de pouvoir rencontrer beaucoup de patrons d'entreprises et de pouvoir créer des alliances avec eux, pardonnez-moi, on a également l'opportunité d'écouter les ministres et le président de la République. Alors à nouveau, je ne vote pas en France, je ne suis pas français, même si je parle bien votre langue, j'ai épousé une Française. Mais par contre, vous pouvez être fier, en France, il y a un président qui a une vraie vision sur la réindustrialisation, non seulement de la France, mais de l'Europe. Et il était le premier à l'annoncer. Et les autres présidents de l'Europe et les ministres d'Europe commencent à suivre également ce mouvement, se rendre compte de cette importance. Merci beaucoup. L'Europe peut-elle faire renaître de ses cendres une industrie du photovoltaïque? C'est ce qu'on peut effectivement croire après vous avoir entendu, messieurs. Merci Thibaut Vojta d'avoir été notre invité. Merci monsieur Jan Jacob Boom-Vickers. Bonne chance pour Holosolis qui investit 850 millions d'euros sur ce marché du photovoltaïque en plein essor. N'oubliez pas de voter. On parle de ces sujets qui sont éminemment européens avant les élections européennes. Merci de votre attention, merci de votre participation. Merci.